Tu veux. Oui, Une demi-heure, c'est bien? absolument. Devant un écran, plus d'une demi-heure, je trouve que c'est... Enfin, on verra, selon mon inspiration. On n'entend pas bien. On n'entend pas bien, je sais, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Je vais essayer de monter le son, mais c'est compliqué. Essayez de monter le son sur vos appareils à vous, et moi, je vais essayer de parler le plus fort possible. Il faut mettre des écouteurs. Si vous avez des écouteurs, vous mettez des écouteurs. Sinon, ça ne marche pas. Ouais. Moi, j'ai essayé, et ça ne sert à rien. On commence? Alors, juste un instant, je m'excuse à l'avance de vous couper le son, mais c'est pour qu'on puisse entendre mieux Ariane. Et à la fin, vous pouvez l'activer pour poser des questions si vous le souhaitez. Alors là, il y a Hélène Camille qui se connecter. Est-ce que tu peux la faire entrer? Oui, moi je fais rentrer immédiatement tout le monde. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si elle me dit qu'elle essaye de faire la mise à jour et que ça ne marche pas. Bon, elle... Ok, si elle rentre, tant mieux. Alors, donc, je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez. Si ça ne va pas, vraiment, vous levez la main. On n'entend pas. Non? Non. On entend mal, on entend très mal. C'est une catastrophe. Vous voulez que j'essaye avec mon iPad? Je vais essayer tous les moyens. Hein. On n'entend pas. Pourtant, j'ai fait d'autres réunions où les gens m'entendaient. C'est bizarre. On entend très bien. Ah bon? Oui. Alors, il y en a qui entendent très bien et d'autres pas bien. Ça va pas, ça. On entend quand même, on entend. Hein. Alors, 2 secondes, j'essaye une dernière chose, ok? Alors, en attendant, je répète, pendant la conférence d'Ariane, on va mettre tout le monde en muet, on coupe le son. Si vous voulez, n'activez pas votre son, s'il vous plaît, parce que si vous avez des bruits autour de vous, ça va un tout petit peu déranger le son, surtout qu'on a des problèmes d'écoute pour Ariane. Et à la fin, vous pouvez activer le micro. Voilà, vous pouvez le faire vous-même. Mais pendant la conférence, s'il vous plaît, ne l'activez pas. Tu peux me faire entrer? Là, j'essaye de... Il y a marqué attendre. Là. Oui. Oui. Dès que je te vois en attente, je te donne. Et vous pouvez vous le mettre en mute. Oui, non, on y est. Non. Ah, on y était. Il y a toujours marqué attente sur mon iPad. Là, je viens de te voir et je t'admets. Impossible de se connecter. Bon, ça ne marche pas. Ok, bah écoutez, je vais parler le plus fort. C'est parce que tu es connecté déjà sur l'autre appareil? Non, c'est parce que j'ai un problème avec mon iPad de toute façon. Ok, bon. Ok, je vais essayer de parler le plus fort possible. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous réunir pour parler de ce poète. Pour ceux qui me connaissent, vraiment, vous savez à quel point il est important à mes yeux, parce que c'est véritablement un poète qui a marqué non seulement toute sa génération, mais qui a vraiment marqué plusieurs générations, aussi bien dans son pays natal, qui était l'Ukraine et la Russie, donc l'Empire russe, qu'ensuite en Israël, quand les premières aliotes sont arrivées en Israël. Lui, il est né en 1873 dans un petit village de Volhynie, donc une région de l'Ukraine, et il a été élevé, comme la plupart des enfants de sa génération, dans l'orthodoxie, dans un milieu très pratiquant, et d'autant plus pratiquant qu'en réalité, comme il a perdu son père assez jeune, il a été élevé par son grand-père. Et évidemment, vous imaginez bien que la génération précédente était évidemment encore plus pratiquante que la génération suivante. Donc, il a été élevé par son grand-père dans une petite ville, la ville de Jytomyr, et c'est là qu'il a été initié, disons, à tout ce qui est tradition, étude de la Bible, etc. Il va garder des souvenirs très ambivalents de son enfance, parce que cette enfance a été marquée à la fois par des deuils, puisqu'il, je le disais, il a perdu son père, et par des moments de révélation, on peut presque dire.
Alors, lorsqu'il rentre au Cheder, donc à l'école juive traditionnelle, il va avoir, au bout de 2 ou 3 ans pas très positifs, il va avoir un enseignant qui va véritablement l'initier à la Bible et lui donner le goût de l'étude, de la lecture de la Bible. Et il dira plus tard ne jamais commencer à écrire un poème sans avoir auparavant consulté la Bible. Mais il aura quand même une relation assez ambiguë à la Bible, au point qu'il va parfois déformer les versets bibliques dont il se servira pour leur faire dire exactement le contraire de ce qu'il disait dans la Bible. Il faut juste savoir que la plupart des poètes jusqu'à son époque, par exemple la poésie médiévale, Judas Halévy, Ibn Gabirol, tous ces gens-là, utilisaient la Bible, citaient la Bible, citaient des versets bibliques qu'ils inséraient dans leurs propres poèmes, parce que tout simplement il n'y avait pas d'hébreu moderne et que donc la Bible leur servait véritablement de base. Donc ils utilisaient la Bible. Sauf que dans la poésie du Moyen-Âge, on respectait le sens du texte, alors que chez Bialik, déjà, on est dans une génération qui est un peu plus rebelle, disons, vis-à-vis du texte, et il va vouloir utiliser la Bible pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit. Alors, pourquoi? On va y arriver justement. Donc, voilà que passe son enfance, et puis quand il arrive à 17-18 ans, il aspire à faire des études un petit peu plus poussées. Il aurait aimé partir à Berlin, mais Berlin, ça coûte très cher, la famille n'a pas d'argent, etc. Donc finalement, il sera envoyé par son grand-père dans une yeshiva qui est célèbre, qui est la yeshiva de Volodjine. Alors, la yeshiva de Volodjine, elle est célèbre parce qu'elle a été créée, fondée par Chaim de Volodjine, qui était un disciple du Gaon de Vilna. Cette yeshiva se trouve en Lituanie, et elle avait la réputation d'être très, très sérieuse, très rigoureuse dans l'étude. Et donc, c'était peut-être l'endroit où Bialik pensait, en tout cas, pouvoir s'épanouir, avoir des cours, etc. Le problème, c'est qu'il va se retrouver dans une vraie yeshiva, si je puis dire, et pas du tout avec une ouverture sur le grand monde, comme il disait lui-même. Il va se retrouver à étudier, je le cite, le Talmud, encore le Talmud et toujours le Talmud. Et il va très mal vivre cette période parce qu'en fait, il aspire à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il n'a pas envie de rester enfermé, en quelque sorte, dans les frontières étroites du Talmud et de la tradition. Et donc, il va faire une grosse dépression. En fait, on le sait par sa correspondance. Il écrit à ses amis à ce moment-là des lettres terribles, vraiment, où on sent une déprime profonde, parce qu'il se sent enfermé dans cet univers de la yeshiva qui ne lui convient pas. Et c'est là qu'il va commencer à écrire des poèmes. C'est là également qu'il aura accès aux écrits des premiers sionistes, et notamment Ahad étant le pseudonyme, le nom de plume de Asher Tzvi Ginsberg, qui sera le principal chantre, disons, du sionisme culturel. Donc Bialik fait sa connaissance par texte interposé avant de faire sa connaissance réellement, mais il sait déjà à ce moment-là qu'il a envie de connaître cet homme, et cet homme, Ahad va devenir effectivement son mentor. Je voudrais juste, puisque avant de quitter cette période de la yeshiva, vous dire qu'il va écrire plus tard un poème qu'il consacre à la yeshiva et à un étudiant de yeshiva qu'il appelle Hamatmid en hébreu, c'est-à-dire l'assidu. Et il décrit cet étudiant, c'est pas lui, ça n'est pas autobiographique, mais il y met en fait tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a ressenti comme sentiment contradictoire pendant ces 18 mois qu'il a passé à la yeshiva. Et cet étudiant, il le voit à la fois comme un héros et comme une victime. Héros, pourquoi? Parce que c'est lui qui perpétue les traditions, c'est lui qui perpétue cette étude de la Torah et du Talmud, c'est lui qui va assurer en quelque sorte l'avenir du peuple juif. Donc il a ce côté héros, si vous voulez, mais en même temps,
Bialik le voit comme une victime. Alors, lui-même s'est senti victime. Victime, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire qu'il va perdre sa jeunesse. Il ne va rien connaître d'autre que les 4 murs de la yeshiva. Il va, et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'il va perdre sa jeunesse en vain, nous dit Bialik. Parce que c'est comme une fleur qui ne va pas éclore. C'est comme, pourquoi? Parce que la terre est tellement aride qu'aucune fleur ne peut éclore en exil. La terre de l'exil est aride, elle ne peut pas éclore. Et donc, il va se sentir comme un bourgeon desséché, si vous voulez, et ce Matmid, cet étudiant de Yeshiva, il va le voir comme un jeune homme qui consacre sa vie entière, sa jeunesse, son énergie, sa passion à l'étude du Talmud, mais en vain. Et en vain, pourquoi aussi? Parce que le dialogue avec Dieu, pour Bialik, est un dialogue interrompu. Il va parler plus tard de sa prière qui a été égarée, qui s'est égarée quelque part dans le chemin, si vous voulez, entre la terre et le ciel. Et donc ce Matmid, cet étudiant de Yeshiva, va rester pour Bialik et pour toute cette génération le symbole même de l'échec de la tradition, de l'échec de toute une génération. Et pourtant, à la fin de ce poème, ce qui ressort, ça n'est pas que l'échec. Ce qui ressort, c'est que c'est aussi grâce à ces étudiants-là que le judaïsme a pu perdurer pendant si longtemps. Donc après, une fois qu'il a quitté le monde de la yeshiva, il le quitte d'ailleurs sans le dire à son grand-père, parce qu'il pense que son grand-père va déprimer lui aussi s'il lui dit qu'il quitte la yeshiva. Et donc il va quitter la yeshiva pour aller où? Bien sûr, l'endroit où il faut aller à cette époque-là, c'est Odessa. Et en plus, Ahadam s'y trouve. Et comme il veut absolument le rencontrer, c'est là qu'il va aller. Il va partir en vendant quelques livres pour avoir l'argent du voyage. Et puis voilà qu'il va s'installer en 2 temps, parce que c'est pas facile de s'installer à Odessa quand on n'a pas un centime en poche. Mais donc, il arrive finalement à rencontrer Ahadam à Odessa. Et Ahadam va lui ouvrir ses portes. Il va entrer chez lui, dira-t-il, les genoux tremblants, et en lui apportant et en leur présentant son premier petit recueil de poèmes, parce qu'il a commencé déjà à écrire des poèmes à cette époque-là. La première personnalité qu'il rencontre à Odessa, ça n'est pas Ahadam, c'est un autre personnage qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Ravnitsky, qui restera quand même son ami le plus proche, avec lequel il va beaucoup collaborer, beaucoup écrire, et notamment écrire le Sefer HaHaggadah, le livre de la légende, le livre de la Haggadah, qu'il publiera plus tard. Lorsqu'il arrive à Odessa, il rentre petit à petit dans le cercle littéraire d'Odessa, où il va rencontrer toute cette intelligentsia qui déjà s'est constituée dans cette ville. Alors cette ville, pour en dire juste 2 mots, certains d'entre vous, je le sais, ils sont allés soit avec Valitzke sans moi, soit avec Valitzke et moi, et c'est une ville foisonnante, c'est une ville en pleine effervescence culturelle, intellectuelle, c'est une ville qui est ouverte sur le monde, c'est une ville, c'est un port, le fait que ce soit un port, c'est un port méridional, hein, mais c'est donc ouvert sur tout le bassin méditerranéen en fait, hein. On y parle un peu toutes les langues, on y parle turc, italien, grec, et puis évidemment yiddish, puisque beaucoup d'écrivains yiddishisants s'y installent dans cette période-là. Et donc, il va rencontrer notamment la famille Klausner. Vous savez peut-être qui sont les Klausner, hein. Les Klausner, c'est le grand-père et le grand-oncle d'Amos Oz. Donc, c'est une famille qui est déjà très, très bien implantée là-bas, et il va rentrer dans les salons littéraires autour desquels vont graviter tous ces intellectuels odessistes. Et puis, donc, sa vie se passe, bon, il se marie, il n'aura pas d'enfant malheureusement, mais il se marie, comment on peut dire, évidemment par un mariage arrangé. C'était la tradition à l'époque, donc il ne sera jamais vraiment amoureux de sa femme, mais voilà, il est une femme tout à fait à l'image de ce qu'étaient les femmes
selon la tradition à cette époque-là. Et puis, donc, il commence à écrire des poèmes, il commence à devenir un petit peu plus célèbre, mais malheureusement, c'est un événement tragique de l'histoire de cette région qui va le projeter en quelque sorte sous les feux des projecteurs. Cet événement tragique, c'est le pogrom de Kishinev. Le pogrom de Kishinev a lieu en avril 1903 et il va beaucoup marquer les consciences, beaucoup plus que les précédents. D'abord parce que c'est un pogrom qui a marqué par sa barbarie. Pas tant par le nombre de morts, il y aura 49 morts, c'est terrible à dire que c'est pas tant le nombre de morts, il y en a quand même 49, mais c'est surtout que ce pogrom va être particulièrement barbare. Il y a autre chose aussi qui est important à propos de ce pogrom, c'est que pour la première fois, ou l'une des premières fois, on va dire, le monde occidental réagit. Et ce pogrom de Kishinev, par exemple, on sait que Jaurès a fait un discours au Palais de la Mutualité à Paris en parlant des jours barbares de Bessarabie, en parlant du pogrom de Kishinev. C'est-à-dire que le monde occidental va commencer à se mobiliser, à prendre fait et cause pour les Juifs qui sont massacrés, opprimés, etc. Et donc ça va l'aider, si vous voulez, ça va aider les Juifs de la région à faire connaître leur triste sort. Dubnov, Simon Dubnov, qui est le grand historien de cette période, va envoyer Bialik faire une sorte de reportage, si vous voulez, à Kishinev, juste après le pogrom. Et Bialik se rend donc à Kishinev et il va recueillir des pages et des pages et des pages de témoignages sur ce pogrom, sur ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, il ne pourra pas publier ces témoignages parce que, tout simplement, faute de moyens. Mais il va revenir avec quelque chose à la limite de plus important encore que ces témoignages, il va revenir avec des poèmes. Et notamment 2 poèmes qui vont marquer véritablement leur époque. L'un qui s'appelle Al-Hashrita. Vous savez tous ce que c'est que la Shrita. La Shrita, c'est l'abattage rituel. Ça veut dire que le titre de ce poème-là, c'est l'abattage rituel. Et il parle du pogrom. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Je veux en venir au fait que, dans l'esprit de Bialik, dans ce poème, Dieu valide en quelque sorte ce massacre. Vous comprenez? Parce que sinon, il ne l'aurait pas appelé Al-Hashrita. Parce que la Shrita, le Shochet, c'est validé par Dieu. Et donc, il commence ce poème en disant qu'il faut que le ciel prie pour lui parce que lui n'a pas trouvé de chemin vers le ciel. C'est-à-dire que là, il y a véritablement une rupture du lien, une rupture du dialogue entre Bialik et Dieu. Et dans une des strophes de ce poème, il interpelle Dieu à propos en évoquant la fameuse consolation que la tradition juive a trouvée pour ceux qui souffrent. Qu'est-ce qu'on a dit à ceux qui souffrent? On leur a dit, vous souffrez sur cette terre, mais vous gagnerez votre place dans l'au-delà, dans le Olam Haba. La justice sera rétablie dans le Olam Haba. Donc, si vous souffrez sur cette terre, patientez. Dans le monde à venir, vous serez récompensés. Que dit Bialik, évidemment? Ça ne le satisfait pas du tout. Et il dit, dans son poème, il est une justice qu'aujourd'hui elle paraît. Mais si elle apparaît après que j'ai quitté le monde d'ici-bas, que son trône pourrisse éternellement. C'est-à-dire qu'il lance un ultimatum en quelque sorte ici à Dieu, en lui disant, moi je ne veux pas de cette justice dans le monde à venir, je veux de cette justice aujourd'hui. Ce poème-là est un des poèmes qu'il va écrire après Kishinev. Il en écrira un autre qui est beaucoup plus long, un très 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 long poème, épique, qui sera particulièrement difficile à lire parce que, par exemple, il met en scène des orthodoxes et notamment des Kohanim qui auraient vu leurs femmes devant leurs yeux se faire violer et qui seraient ensuite allés trouver le rabbi
en lui demandant si leur femme était toujours, entre guillemets, permise. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les femmes ayant été violées étaient considérées comme impures et le Cohen ne pouvait plus avoir de relation avec elles. Donc ces femmes violées étaient doublement victimes et ces vers de Bialik sont particulièrement terribles parce que c'est une mise en cause de toute la tradition. Alors voilà que passe ce pogrom de Kishinev. Jabotinsky, après ce pogrom, va créer les fameux groupes d'autodéfense. Donc il y aura des groupes d'autodéfense qui vont agir, qui vont tenter en tout cas d'agir pour défendre les Juifs. Il n'y a pas que des Juifs dans ces groupes d'autodéfense, il y a aussi des Russes. Et Jabotinsky dira qu'à chaque fois, à chaque réunion de son groupe d'autodéfense, il lira quelques strophes, quelques vers du poème de Bialik et ce sera à chaque fois, il dira, Jabotinsky, que ça arrachera au lecteur des larmes de sang. Donc voilà que ce pogrom est si vous voulez, un tournant dans la vie de Bialik parce qu'effectivement, ça le projette, ça le met sur le devant de la scène. Mais il y a autre chose qui se passe au moment du pogrom de Kishinev que je voudrais vous raconter parce que c'est important aussi pour sa vie privée cette fois. À Kishinev même, il va rencontrer une jeune femme qui est peintre et qui s'appelle Irayan. Elle est peintre, elle est un petit peu plus âgée que lui, elle est mariée, elle a déjà un enfant, elle a une petite fille qui s'appelle Lena. Et cette jeune peintre va tomber folle amoureuse de Bialik. Lui aussi amoureux d'une certaine façon, mais moins qu'elle. Et va naître donc une histoire, une idylle entre eux, mais surtout par correspondance, parce qu'ils n'habitent pas la même ville et que c'est quand même assez difficile de se trouver. Mais cet épisode de la vie de Bialik sera très important parce qu'il va inspirer quasiment la totalité de ses poèmes d'amour. Alors c'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la passion, l'amour passionné est très suspect dans la tradition juive. D'ailleurs pas que juive, chrétienne aussi, hein. On se méfie de la passion quand même. Hein. Dans nos textes bibliques, il n'y a pas beaucoup de textes qui expriment un amour fou et passionné. Alors, il y en a bien sûr, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. On nous dit que Jacob a aimé Rachel. Bon, magnifique. Après ça, on nous dit que il faut passer encore pas mal de générations pour trouver encore l'amour. Bon, bien sûr, David va aimer passionnément Bathsheba. Bon, mais si vous faites le compte de tous les patriarches et de tous les héros de la biblique, on ne parle pas beaucoup d'amour. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se marie d'abord et on aime ensuite. Donc, si vous voulez, c'est un amour qui n'est pas un amour-passion, c'est un amour qui est basé sur la complicité, sur la complémentarité, sur le respect mutuel, etc. Et donc, Bialik, lui, qui a été élevé dans un milieu traditionnaliste, la passion, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il vit avec sa femme, mais sans vivre une vraie passion avec elle. Et donc, ce qu'il va vivre avec Irayan, c'est justement un amour plus intense, disons. Et tous les poèmes qu'il écrit, les poèmes d'amour qu'il écrit par la suite, sont motivés en quelque sorte par cet amour. Mais le problème, c'est que comme il ne peut pas vivre cet amour, parce qu'il reste quand même avec sa femme, c'est plutôt des poèmes de non-amour qu'il écrit. C'est plutôt des poèmes dans lesquels, un peu à la façon des romantiques, dans lesquels il se plaint que l'amour soit très, très, très éphémère, qu'il passe et qu'il ne soit jamais assouvi et qu'il n'y ait jamais vraiment de satisfaction dans ses relations amoureuses. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et les poèmes d'amour de Bialik sont plutôt des poèmes d'absence d'amour. Alors il y en a un que vous connaissez peut-être parce qu'il passe toujours en chanson sur les radios juives. C'est le poème Hachnistini Tachat Knafer. Ça veut dire prends-moi sous ton aile. Et il le dit à cette femme aimée. Alors ça pouvait être Irayan, ça pouvait être aussi sa femme. Il lui dit prends-moi sous ton aile, sois pour moi une mère, une sœur. Donc on voit bien ici qu'une mère, une sœur, c'est pas une amante. Mais donc il a besoin de quoi? Il a besoin de réconfort, de complicité, il a besoin d'une épaule, etc. Alors à part ça, dans sa vie, donc après Kishinev, il va assister de façon un petit peu malheureusement passive
au départ de beaucoup de ces coreligionnaires qui vont soit abandonner totalement la tradition, soit partir tout simplement, beaucoup sont partis à cette époque-là, vous savez, aux États-Unis. Depuis les années 80, beaucoup sont partis aux États-Unis. Ensuite, il y a les différentes aliotes qui vont se succéder. Tout le monde supplie Bialik de partir en Palestine, mais il a beaucoup d'appréhension, en fait. Il a très peur. D'abord, il a peur des voyages, et puis il aime sa Russie natale. Il aime sa Russie natale. Et même après la révolution manquée de 1905, où il y aura des pogroms, et notamment un pogrom à Odessa, où il a d'ailleurs failli mourir, il trouvera quand même le moyen d'écrire à Shalom Aleichem, vous connaissez j'espère, il lui écrira « La tempête finira bien par passer, il n'y a pas de plus belle ville qu'Odessa ». Alors vous voyez, c'est difficile, mais il n'arrive pas à s'arracher à cette ville. Et d'ailleurs, André n'y arrive pas non plus, et moi j'ai du mal aussi, parce que c'est une ville très attachante, vraiment très attachante. Et donc il ne part pas, mais il va quand même effectuer sa première visite en terre d'Israël en 1909. Il part en bateau, donc il passe par Constantinople. D'ailleurs, c'est à Constantinople, je dis ça pour la petite histoire, il va pour la première fois de sa vie être en contact avec des juifs séfarades. Voilà, et il va être très étonné, il va dire on va dire des couleurs, des odeurs, de la vie, de façon générale, de ces communautés séfarades qui ressemblent tellement peu aux communautés qu'il connaît. Et quand il arrive en Israël, il est accueilli véritablement en héros, mais lui, il n'aime pas trop ça. C'est un homme toujours modeste, qui est resté... qui est resté toujours très proche du petit peuple, qui n'aime pas être accueilli en héros. Mais comme il est déjà un poète véritablement adoré, il arrive et effectivement, il est accueilli en héros. Est-ce qu'il va, lui, avoir une sorte de révélation comme ça en arrivant en Israël? Eh bien, pas du tout. Il est terriblement déçu, mais il faut quand même savoir qu'en 1909, en Israël, il n'y avait rien. Mais rien, vraiment, aucune infrastructure. Tel Aviv n'existait pas. Donc il y avait quelques tout petits quartiers autour de Yafo, qui étaient les débuts de Neve Tzedek, qui est aujourd'hui très à la mode, très branché, mais rien d'autre. Il y avait quelques implantations, quelques kibbutzim qui commençaient à fleurir ici et là. Jérusalem, c'était une ville totalement insalubre, il n'y avait absolument rien. Donc, il erre un petit peu, si vous voulez, dans ces régions-là, et ça lui est très difficile, parce qu'il aurait aimé s'enthousiasmer, mais il n'y arrive pas. Et donc, les lettres qu'il écrit de là-bas sont des lettres quand même plutôt aussi désespérées. Bon, vous allez me dire, il a un tempérament, allez, on va caricaturer, assez ashkénaze, hein, donc tourmenté, hein, mais ça se comprend après, avec l'histoire qu'il a vécue. Et donc, il revient d'Israël avec des sentiments très ambivalents, et il faudra vraiment la dictature bolchevique après la révolution de 1917 pour qu'il se décide à partir un peu contraint et forcé. Donc, il revient, c'est un poète qui est vraiment de plus en plus célèbre. Ses poèmes sont de plus en plus traduits. Il est notamment traduit en russe, soit par Irayan, donc sa bien-aimée, on va dire, soit par Jabotinsky. Il est également traduit en yiddish. Ce que je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous le savez, c'est qu'il a écrit l'immense majorité de ses poèmes en hébreu. Pourquoi? Parce que pour lui, l'hébreu était la seule langue nationale réelle du peuple juif. Il n'aurait pour rien au monde voulu écrire dans une autre langue que le yiddish, que l'hébreu, pardon. Pourtant, pas mal de ses pairs, si vous voulez, l'ont supplié d'écrire en yiddish, simplement pour ne pas laisser sur le bord du chemin toute cette population yiddishophone qui n'avait pas accès encore à la poésie hébraïque, qui ne comprenait pas la poésie hébraïque. Et donc, certains de ces poèmes, à ce moment-là, vont être traduits en yiddish, et notamment le fameux poème qu'il a écrit, le long poème qu'il a écrit sur le pogrom de Kishinev.
la prose. Et je voudrais vous raconter en quelques mots l'une de ces nouvelles que je trouve les plus jolies et qui est une nouvelle en fait autobiographique. Attendez, parce que là j'ai juste un message. Donc si vous me laissez 2 petites minutes, je réponds au texto de mon fils qui essaye de me joindre. Voilà. Et donc, je vous disais, oui, il a écrit des nouvelles. Et une de ces nouvelles s'appelle Derrière la clôture. Pourquoi est-ce qu'elle est très importante, cette nouvelle? Parce qu'elle résume, si on veut, véritablement ce qui se passait à cette époque-là. Il y a mis beaucoup de lui-même dans cette nouvelle, parce que son petit héros, c'est un jeune garçon qui est son héros, qui s'appelle Noach. Et Noach, c'est l'inverse des lettres, ça s'écrit Nun, Tret, et son prénom à Bialik, c'est Chetnoun, Chaim Nachman. Et donc, il a inversé ses lettres, mais c'est donc un peu autobiographique. Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle? Eh bien, un jeune garçon vit dans un petit shtetl, et la maison mitoyenne de la sienne, qui est séparée juste par une clôture, abrite une petite orpheline qui n'est pas juive, une chiksé. Et il y a des fissures dans la palissade qui sépare les deux cours des deux maisons. Et les jeunes enfants, qui ont une dizaine d'années, peuvent correspondre, se parler comme ça à travers ces petites fissures. Et ces deux enfants sont l'innocence même. Et ils ont envie de jouer ensemble, ils ont envie d'être ensemble. Alors de temps en temps, ils se rencontrent, ils se retrouvent dans un petit enclos, un peu derrière leur maison. Et ils sont très attirés l'un par l'autre, mais c'est une amitié d'enfant, mais c'est une amitié un petit peu amoureuse, on va dire. Et puis, les parents commencent à se rendre compte un peu qu'il se passe des choses pas très cachères, on va dire. Et arrive l'âge de la bar mitzvah, et la mère décide d'isoler complètement son fils de cette petite chicksé, et qu'il ne la voit le moins possible. Donc, ils se voient beaucoup moins, mais ils habitent toujours à côté, et arrive un jour où, à 14-15 ans, ils se revoient, et l'amour commence à naître véritablement, un vrai amour, disons, entre ces deux jeunes plus trop enfants, mais adolescents. Après, alors évidemment, se pose là le problème de quoi faire. Ce jeune garçon, il est très libre. Il ne veut pas être bridé, il ne veut pas être, enfermé avec des barrières sociales et religieuses. Il veut la liberté. Et la jeune petite chicksé, elle ne voit absolument pas de mal, bien sûr, à fréquenter ce petit Noach. Et alors, je vous raconte quand même la fin, parce que sinon vous allez rester sur votre femme, enfin j'espère que vous la lirez. Donc, ce qui doit arriver arrive, évidemment. Ils se cachent dans une petite cabane, voilà. Et puis, la nouvelle s'arrête en quelque sorte là. Et puis, il y a ensuite une petite conclusion d'à peine quelques lignes. La petite jeune fille s'appelle Marinka. Marinka, c'est la combinaison du prénom de la femme de Bialik, qui est Mania, et de la peut-être maîtresse de Bialik, qui est Ira. Mania, Ira, Marinka. Ça veut dire que cette petite Marinka représente presque en quelque sorte les deux femmes de la vie de Bialik à ce moment-là, entre lesquelles son cœur était tiraillé, si vous voulez, son cœur et sa conscience. Et alors, les dernières lignes de cette nouvelle, très jolie nouvelle, on oublie l'aventure et tout ce qui s'est passé entre deux, entre la fin de cette aventure et le moment où l'on est maintenant, et on voit le jeune homme, donc Noach, qui a épousé une petite jeune juive, Kedat Moshe d'Israël, donc selon la loi de Moïse et d'Israël. Et ils sont venus voir les parents pour fêter je ne sais plus trop quelle fête. Et la nouvelle s'arrête sur la phrase « De l'autre côté de la clôture,
Marinka les regardait, son bébé dans les bras. Donc vous avez compris, elle a eu un enfant de ce Noach, mais ce Noach n'a pas assumé son devoir de père, il n'a pas assumé le fait d'avoir un enfant avec une succès, et donc il est rentré dans le rang, et il est revenu, dans la tradition. Alors, ce qui est extraordinaire souvent avec Bialik, c'est qu'il laisse le lecteur ensuite tout à fait libre de décider lui-même quelle fin il veut, comment il veut interpréter la fin. Alors, pour les plus orthodoxes, c'est bien, les plus orthodoxes diront, c'est bien, il est rentré dans la tradition, il n'a pas rompu avec la tradition, il a épousé une jeune juive. Mais évidemment, les autres diront que c'est pas honnête, qu'il ne s'est pas comporté de façon honnête, puisqu'il a abandonné la petite jeune fille qu'il aimait et qui était enceinte de lui. Donc voilà deux interprétations possibles et qui reflètent un petit peu la vie de Bialik, parce qu'il n'a pas quitté sa femme, mais il n'a pas été non plus avec Hirayam. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et dans son œuvre? Un bouleversement pour tous les juifs de Russie va être la révolution russe de 1917. Dans la révolution de février, un immense espoir commence à naître pour ces juifs qui pensent qu'ils vont enfin être libérés, en quelque sorte, libérés déjà du régime tsariste, et puis libérés tout simplement en tant que juifs. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque quelques mois plus tard, on a la révolution d'octobre. La révolution d'octobre qui amène au pouvoir les bolcheviks et qui vont petit à petit interdire tout ethnocentrisme, c'est-à-dire toute culture, notamment juive, mais surtout hébraïque. Le yiddish aura encore le vent en poupe pendant pas mal d'années, parce que le yiddish, c'était la langue du petit peuple, et que pour les communistes, donc, le petit peuple devait être préservé en quelque sorte. Mais pour Bialik, qui est un écrivain hébraïque, il est évident qu'il n'y a plus d'avenir possible dans un pays qui interdit l'usage de l'hébreu. Donc il va pouvoir s'échapper, mais difficilement, quelques années après la Révolution. Il s'enfuira notamment grâce à l'aide de Maxime Gorky. Parce que Maxime Gorky avait pris fait et cause pour les Juifs au moment du pogrom de Kishinev. Et il va aider tout un groupe de poètes et d'écrivains et d'intellectuels avec Bialik à quitter la Russie. Et Bialik s'en va donc en 1921. Il fait un petit séjour de 3 ans à Berlin, où il va d'ailleurs rencontrer Agnol. Ils vont devenir très proches. Et il y va pour redonner vie un peu à sa maison d'édition, parce qu'il a aussi créé une maison d'édition. Et ensuite, il arrive à s'installer à Tel Aviv, où il s'est fait construire, grâce à ses œuvres complètes qui sont parues à Berlin, il s'est fait construire une magnifique maison. J'espère que vous la connaissez. C'est une maison qui est rue Bialik, parce qu'on a donné son nom à sa rue déjà de son vivant, à côté de l'ancienne mairie. Donc c'est un des plus jolis quartiers de Tel Aviv. Et sa maison est une maison avec une petite tourelle, un art un peu oriental, si vous voulez, avec un joli jardin autour. Et elle est transformée aujourd'hui en musée, on peut la visiter. Et elle retrace donc la vie et l'œuvre de Bialik. Il va passer, donc il arrive en 24, il va passer les 10 dernières années de sa vie à Tel Aviv. Sa maison devient très vite un salon littéraire, parce qu'il est le pôle d'attraction véritablement de ce Tel Aviv intellectuel, à tel point qu'il n'arrive plus à travailler, il est dérangé tout le temps, et donc il va s'installer un petit peu plus dans la banlieue de Tel Aviv pour pouvoir travailler davantage. Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, il écrira très peu de poèmes après son arrivée à Tel Aviv. Et il dira lui-même, il l'explique lui-même, il dit qu'il s'est senti, qu'il avait peut-être besoin de l'exil et de la souffrance en exil pour écrire des poèmes. Comme si, pour écrire justement, il fallait qu'il y ait une souffrance à la base. Beaucoup de poètes romantiques ont écrit ça, d'accord? Et donc, il va continuer à écrire un peu de nouvelles, un petit peu de poèmes, mais beaucoup moins.
mais peut-être qu'il y a une chose qui va rester, à laquelle son nom va rester attaché à Tel Aviv et dans tout Israël, c'est le Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, c'est un moment à la fin du Shabbat, donc samedi en fin de journée. Qu'est-ce qu'il a constaté, Bialik, comme tous les autres d'ailleurs? Ils ont constaté que les traditions se perdaient, que beaucoup de jeunes surtout commençaient à aller faire du sport, aller à la plage. Évidemment, la plage de Tel Aviv, elle est bondée le Shabbat. Déjà à l'époque, on privilégiait les loisirs, le sport, etc. Et donc lui, qui est très attaché à la culture juive, très attaché, il va avoir cette idée, avec Ahadam d'ailleurs, de consacrer quelques heures en fin de journée le samedi à l'étude, au dialogue, à la tradition. Et donc, il va créer ce fameux Oneg Shabbat, où au début, il y avait quelques dizaines de personnes, ensuite quelques centaines, ensuite des milliers, toutes tendances confondues, parce que Bialik est un homme d'ouverture. On pouvait avoir la kippa ou pas la kippa, on parlait de tout, il n'y avait pas de sujet tabou. Et donc, ça a été véritablement des moments où on retrouvait en quelque sorte la culture juive. Et ce Oneg Shabbat, il a eu un succès fou et il a même traversé l'Atlantique, puisqu'on retrouve aux États-Unis des communautés dans lesquelles encore aujourd'hui on appelle ça le Oneg Shabbat. Voilà. Et puis sa chaise à la tribune, sa chaise est restée vide d'ailleurs longtemps après sa mort, pour signe de son importance. Voilà, donc il meurt, il a été malade, il avait des calculs dans la vessie, il a été opéré, voilà, il est mort en fait peu après une intervention chirurgicale dans une clinique de Vienne, et son corps a été rapatrié, il est mort en juillet 34, le 4 juillet exactement pile 30 ans après, jour pour jour, 30 ans après la mort de Herzl, qui est mort lui le 4 juillet 1904. Et donc son corps a été rapatrié en Israël et il est enterré à côté de celui d'Ahadam d'ailleurs, au cimetière de Tel Aviv et rue Trumpeldor. Et ses obsèques ont été peut-être les plus suivies, après celles de Herzl bien sûr, les plus suivies. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont suivi ses obsèques. Voilà, et donc après sa mort, si vous voulez, pour terminer, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, comme pour tout personnage vraiment charismatique, il y a eu un besoin de tuer le père. C'est-à-dire que la jeune génération a eu besoin en quelque sorte de s'émanciper de ce poète. Il était trop grand, trop influent. Et comme évidemment aussi la poétique commençait à changer, il faut avoir conscience aussi du fait que l'hébreu changeait. Pendant toute cette génération, l'hébreu a changé, il s'est modernisé. Hein. Donc, on a un peu tué le père, hein, je ne vois pas d'autre expression, et on s'est un peu libéré de son emprise. Et il faudra encore une bonne cinquantaine d'années pour que Bialik redevienne à la mode. Et c'est dans les années 80, 1980, 90, que beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages lui ont été consacrés. Et qu'il y a maintenant énormément de spécialistes qui se penchent encore aujourd'hui sur son œuvre, tellement elle a marqué son époque. Donc il a été plus qu'un poète, il a été plus qu'un novelliste, il a écrit aussi beaucoup d'essais, mais il a été surtout, j'ai envie de dire, un phare, si vous voulez, pour toute sa génération, parce que c'était une génération un peu à la croisée des chemins, si vous voulez. Beaucoup ont abandonné la tradition, beaucoup sont partis, se sont éloignés, voilà. Et lui a été toujours celui qui a su garder vivante cette dernière étincelle, c'est comme ça qu'il l'appelle aussi dans certains de ses poèmes, dernière étincelle du judaïsme dans un monde qui bouge en permanence. Voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu quand même, malgré tout. Et puis, si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Loïka, si tu veux donner la parole à quelqu'un. Un grand merci à Ariane. Malheureusement, la voix était très très mauvaise. On t'entendait de très très loin, un tout petit peu comme la voix de poète. Tu étais très très lointaine, mais c'était passionnant et un grand merci parce que avec notre rencontre d'aujourd'hui,
on est revenu pour SEPA par les souvenirs à Odessa. Odessa ensoleillée. Je rappelle, je dis pour des personnes qui ne le savent pas, qu'Ariane souvent vient à Odessa avec Valisk. Ariane a animé une magnifique conférence, Yoïka, n'est-ce pas? Oui, on a été à la maison de Bialik à Tel Aviv, justement, où Ariane a animé une conférence. C'est très souvent de pouvoir parler de Bialik, chez Bialik, par Ariane qui a consacré tant de travail au poète. Donc, c'est un souvenir de notre voyage sur la littérature des pionniers en Israël. Tout à fait, c'était un très très beau voyage. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, allez-y, on va actionner les petits micros rouges. Vous pouvez le faire vous-même. Bravo pour la conférence. Et ça donne envie de lire Bialik. Moi, je n'ai rien lu de Bialik. Qu'est-ce que vous conseillez de lire? Alors, vous êtes hébraïsante, vous savez lire l'hébreu? Pas assez bien, non. Alors, je vais vous envoyer vers mes traductions. Donc, j'ai traduit ses poèmes et son œuvre en prose. Malheureusement, c'est très mal distribué parce que la littérature hébraïque de cette époque est très mal distribuée. Mais le livre de la traduction de ses poèmes s'intitule Un voyage lointain. Et il se trouve, mais peut-être sur commande ou peut-être il y est, dans le Marais, à la librairie du Temple. Oui. D'accord. D'accord. Après, j'ai traduit son œuvre poétique, son œuvre en prose plutôt, sous le titre Le livre du feu. Parce que c'est le titre de sa première œuvre en prose. Et ça se trouve directement chez l'éditeur qui est rue de l'Arbalète. Rue de l'Arbalète, c'est une rue qui donne entre la rue Mouffetard et la rue Claude Bernard. D'accord. Voilà. Et la nouvelle qui est un peu autobiographique? Elle se trouve dans le livre du feu. En fait, c'est le livre du feu et 3 autres nouvelles. Voilà, c'est le titre complet de la traduction de son œuvre en prose. D'accord, merci beaucoup. Et tu as aussi des extraits dans ton livre sur Bialik? Alors oui, ça j'ai aussi, merci beaucoup. Voilà. J'ai aussi publié une biographie. Voilà. Qui est formidable. Hein. Donc la biographie, elle s'appelle La prière égarée. Oui, c'est ça. La prière égarée. Oui. Collection Aden. Voilà. Alors ça, on peut peut-être la commander également à la librairie du Temple. Oui, parce qu'il y a des extraits de poèmes aussi, oui, tu as mis. Très, très bien. Voilà. Je peux poser une question. Ce n'est pas une question, Ariane. C'est peut-être 3 possibilités. Oui. Je disais, il y a 2 possibilités pour la petite relation qu'il a eue avec sa voisine. La 3e, c'est qu'il ne savait peut-être pas qu'il était papa. Enfin, c'était la voisine à côté. Et l'autre, il a eu quand même, à son époque, il a quand même vécu de son œuvre, il a vécu de ses écrits. Et je pense qu'à cette époque, c'était quand même assez rare, non? Oui, et ça, c'est sa célébrité qui a fait ça. Bon, il a vécu quand même, on va dire, jusqu'à son alia, jusqu'à sa maison. Il ne vivait pas il n'était pas dans l'opulence. Hein. Il vivait, bon, on va dire correctement, mais ça n'a jamais été un homme riche. En revanche, c'est vrai qu'il a réussi, grâce à la publication de son œuvre complète en édition, une très très belle édition brochée, il a réussi à avoir un petit peu plus d'argent et à faire construire sa maison. Simplement, il faut savoir que faire construire une maison à cette époque-là à Tel Aviv, ce n'était pas comme les prix de Tel Aviv d'aujourd'hui. Hein, il faut raison garder. Une question. Oui. Alors, à propos du vocabulaire, est-ce qu'il a inventé des mots? Est-ce qu'il avait un matériau de vocabulaire suffisant? Enfin, suffisant. Est-ce que le vocabulaire existait pour qu'il puisse construire cette poésie aussi riche? Ou est-ce qu'il s'est mis un petit en vocabulaire et en grammaire et en lexicologie? Alors, il faut savoir que la différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne n'est pas tellement importante. Parce que ce qui a permis ça, c'est que l'hébreu n'a pas évolué pendant 2000 ans. Donc, une langue qui n'évolue pas,
reste sensiblement la même. C'est-à-dire qu'un petit Israélien d'aujourd'hui comprend l'hébreu de la Bible tout à fait facilement, contrairement à un petit grec d'aujourd'hui qui ne comprendra pas la littérature grecque, il ne comprendra pas Homère, etc. Donc, il avait à sa portée déjà, comme il connaissait la Bible par cœur, il avait déjà tout l'hébreu biblique. Et s'ajoute à ça tout. Alors lui, il n'a pas vraiment créé le néologisme. En revanche, celui qui en a créé beaucoup, c'est Eliezer Ben Yehuda. Oui. Et donc, il a utilisé les mots qui entraient au fur et à mesure dans le vocabulaire moderne, créé par Eliezer Ben Yehuda. Donc, c'est toute la difficulté de la traduction de son œuvre d'ailleurs, parce que c'est des niveaux de langue très différents. Il y a le niveau de langue de l'hébreu biblique et puis il y a le niveau de langue de l'hébreu moderne. Et c'est un mélange qui donne un style tout à fait typique. Dans la génération qui a suivi, on a abandonné l'hébreu biblique. Tous les jeunes ont abandonné ces citations bibliques qui sont constantes chez Bialik. Donc c'est un hébreu qui a plusieurs couches. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la beauté, la profondeur de la poésie de Bialik. Parce que ce qui est intéressant dans l'œuvre de Bialik, dans ma traduction, j'ai gardé quelques notes. Malheureusement, je ne pouvais pas non plus garder trop de notes, après c'est fastidieux, mais c'est truffé de citations bibliques, insérées comme ça dans le poème. Et c'est magnifique parce que ça donne une dimension un peu sacrée-profane. Et il joue lui-même sur cette double dimension sacrée-profane. Okay, alors, on avait une question de Régine C'est pas une Waxman. question. Excusez ma voix, j'ai une corde vocale paralysée. Je voulais simplement dire qu'on m'a offert un roman policier d'une certaine Batiagour. Batiagour. Ah, bah oui. C'est des romans policiers, Batiagour. Ah, regarde, mais rien. Je ne connaissais pas. Et elle en parle dans ce policier beaucoup de Bialik. Ah oui? Oui, oui, donc, Batiagour, on a des bouquins, Pitch. Batiagour. On a parlé de Bialik. Hein. Oui. Des bouquins policiers, non? Oui. Roman policier. Moi, je connaissais pas. Oui, on connaît. Amos aussi cite très souvent Bialik. Policière, fait référence beaucoup à Bialik. Je voulais signaler ça. Aleph Bet Yehoshua aussi le cite. Regardez, je vais vous citer un exemple. Dans un des romans d'Aleph Bet Yehoshua, qui s'appelle L'amant, il y a un petit arabe qui est amoureux de la fille de son patron qui est juif. Et qu'est-ce qu'il fait pour attirer l'attention de sa petite amoureuse? Il déclame des vers de Bialik. Donc c'est intéressant parce que ça... Si tu es occupé là, Pitch, tu essaies de voir si dans la bibliothèque il y a du Batiagour, s'il te plaît. Grâce à ça, il Juste essaye pour de voir, faire parce que savoir en quelque sorte de sa... Bon, vite fait, hein, si tu n'as pas... Poser une question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Il faut activer le petit micro rouge qui est en bas de l'image. Ah, c'est bon? Oui, c'est Tu fait. m'entends? Voilà, ben, je voudrais remercier Madame Ben David pour sa passionnante conférence et je voudrais te saluer André, avec qui j'ai fait un très très intéressant voyage en Ukraine et je serais ravi de faire le voyage avec ça, avec Valiske, en espérant que Madame Ben David t'accompagne ce voyage. Voilà, bonjour à tous. Parce que je ne passe pas de cette ville non plus. Je peux, moi? Je peux poser une question? Je peux? Allez-y, allez-y. Oui, alors moi, d'abord, je voudrais vous dire bonjour à tous, André et Lyolka et Ariane, et tous. Et puis, je suis contente d'être là. Et je voulais dire à Ariane merci, mais elle ne nous a pas parlé de la maman de Bialik. Un petit peu. Voilà, ça nous a manqué. Cet amour incommensurable qu'il avait pour sa maman. Si elle peut nous dire juste un petit mot. Bien sûr. Alors, je vais vous dire un petit mot en vous citant un de ses poèmes qu'il a consacré. Voilà. C'est pas grave. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a écrit vers la fin de sa vie un très très joli poème qui s'intitule Imi Zichona Livracha, qui veut dire ma mère bénie soit sa mémoire. Et je vous raconte ce poème. Cette pauvre femme est très pauvre, voilà, elle est pauvre dans tous les sens.
parce qu'elle a plein d'enfants à nourrir et son mari est mort. Donc, elle a toute sa tablée d'enfants comme ça pour le Shabbat et elle n'a pas de quoi acheter et les bougies du Shabbat et le pain du Shabbat. Et elle hésite, elle ne sait pas quoi acheter. Est-ce qu'elle va privilégier le sacré ou est-ce qu'elle va privilégier le pain? Eh bien, elle privilégie le sacré. Elle achète 2 bougies et elle allume ces bougies à cette table où ses enfants pourtant ont faim et elle pleure. Et en pleurant, une de ses larmes vient éteindre une des 2 bougies. Et alors elle prie et elle dit à Dieu, mais pourquoi as-tu privé ton Shabbat d'un œil? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu éteignes cette bougie que je venais d'allumer? Et ses prières sont entendues parce qu'elle verse une autre larme qui ranime la flamme de la bougie éteinte. Voilà. Donc effectivement, il aimait sa mère, bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie de dire, dans le monde juif en tout cas. Bon, c'est parfois complexe, les relations entre les enfants et les parents, mais elle était pour lui effectivement la gardienne, on va dire, la gardienne de cette tradition, de cette sacralité du foyer, etc. Mais d'un autre côté, il faut aussi dire que cette mère, il en aura en fait peu, il en recevra peu l'amour parce qu'il en sera séparé dès l'âge de 6 ans. Parce que lorsqu'il perd son père, sa mère le confie à son grand-père. Et comme les 2 maisons étaient très distantes et qu'à l'époque on ne voyageait pas aussi facilement, il sera quand même privé de l'amour de cette mère. Donc voilà. J'aimerais poser une question. Est-ce que, à quel moment il s'est désolidarisé de la pratique orthodoxe? Dès la yeshiva. Dès son séjour à la yeshiva, il avait 18 ans, entre 17 ans et 18 ans et demi, et déjà il s'est éloigné de la pratique. Et quand il est arrivé à Odessa, il s'en est éloigné encore plus. Une bonne question que vous me posez, et je vais vous raconter autre chose. Vous savez, on peut être là jusqu'à 21h si je continue. Par exemple, il a toujours été très attaché au respect des traditions et même de la halakha dans le domaine public. Je vais vous citer 2 exemples. Il fumait beaucoup. Et un soir de Shabbat, un vendredi soir, il est dans la rue à Tel Aviv avec ses amis et il fume. Et quelqu'un l'interpelle en lui disant « Attendez, quoi, toi, vous, le poète national, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, vous fumez le Shabbat ?» Et alors il se rend compte que c'est pas bien. Et donc il écrase sa cigarette. Et là, il se lance dans une grande tirade en disant « Mais vous avez parfaitement raison, il faut garder les symboles, la tradition, surtout que je suis dans la rue, on me voit. » Il se lance dans un grand discours sur la sacralité du Shabbat, etc., etc. Et puis, une fois fini son discours, il se tourne vers son ami, il lui dit « Tu n'as pas une cigarette ?» Il a oublié. Un autre exemple, c'est que il vivait à Tel Aviv et à Jérusalem, dans les années 20, quand il était à Tel Aviv, il y avait un photographe qui ouvrait le Shabbat. Et il avait mis en devanture, en vitrine de son magasin de photos, une photo de Bialik. C'était la célébrité du moment. Ce qui donnait un peu l'impression quand même que Bialik validait d'une certaine façon l'ouverture du Shabbat. La municipalité de Jérusalem a écrit plein de lettres à ce photographe pour qu'il ferme sa boutique le Shabbat. Rien n'y faisait, il était têtu. La municipalité de Jérusalem a fini par s'adresser à Bialik lui-même en lui disant « Voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ?» Eh bien, il a suffi d'une lettre. Bialik a écrit un courrier au photographe en lui disant encore une fois que le respect des traditions dans le domaine public, c'était très important, qu'on était en Israël, etc. Il a suffi d'une lettre et le photographe a fermé la boutique le Shabbat. Vous voyez? Mais dans sa vie privée à lui, à la maison, il ne pratiquait plus. Bon. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Peut-être la dernière question. D'accord. Est-ce que je peux poser la dernière question? J'étais content que vous parliez de Klausner. Parce que mon nom est Gershevski. Klausner était, la mère de mon père était de la famille de Klausner. Et Klausner
a failli être le premier président de l'État d'Israël. Ça n'a pas été lui qui a été nommé, mais il était connu et il était le candidat des orthodoxes. Et Klausner, surtout, est important pour Bialik parce qu'il était ami avec Ahad Aham et que tous les deux ont poussé, je suis sûr que vous l'auriez dit si vous aviez eu le temps, Ariane, ils ont poussé Bialik à entrer à la revue très célèbre qui s'appelait H. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cette revue, c'est bien de me donner l'occasion d'en dire un mot parce qu'effectivement, je n'ai pas eu le temps bien sûr de tout dire. Donc, la revue Ashiloach, elle a été fondée justement par Ahad et c'était une revue une revue littéraire très engagée et très sérieuse. Très, très sérieuse. Ahad avait donc collaboré pendant quelques années avec Klausner, qui était non pas Alexandre, mais Yosef Klausner, qui est le grand-oncle donc d'Amos Oz. Et ils ont collaboré pendant un moment. Ensuite, Klausner, quand Ahad a lâché la revue pour des raisons personnelles, Klausner a appelé Bialik pour s'occuper des pages littéraires. Et Bialik a mis la barre très très haut, comme vous l'imaginez, donc il acceptait ce qui était vraiment de qualité, si vous voulez. Il l'a fait pendant quelques années, mais pas très longtemps, justement parce que ça lui demandait beaucoup de travail, parce qu'il fallait lire tous les manuscrits qui arrivaient, etc. C'était un travail fou, donc il a fini par passer la main. Mais il faut que je précise quand même qu'il ne s'entendait pas avec Klausner. Bialik et Klausner ne s'entendaient pas tous les deux. Klausner était visiblement un homme un petit peu difficile, un peu mais chacun avait son tempérament et leurs voix ont véritablement divergé par la suite et ils n'ont plus eu trop de relations. Merci. Ariane, un grand merci. C'était formidable de pouvoir répartir virtuellement avec toi. Mais je voulais vous dire que les valises sont prêtes et nous attendons tous la fin de cette situation qui n'est pas très cochère, qui nous isole et condamne à ces Zooms. Heureusement que ça existe. Mais nos valises sont prêtes. Nous sommes prêts, Ariane également, pour de nouveaux départs culturels de Valisker. Et on vous salue cordialement. On vous rappelle aussi que nous nous retrouvons la semaine prochaine avec notre ami qui a travaillé qui a traduit les contes de la mer Noire, Haute Histoire, Madame Charbonnel. Et on va parler des écrivains d'Odessa qui s'exprimaient en yiddish. Alors aujourd'hui, c'est hébreu, ce magnifique poète qui a transformé la langue de la Torah en langue des poètes à tel point qu'on lui a consacré des rues et même il y a des localités, des villages qui portent son nom. Alors voilà, Bialik aujourd'hui. La semaine dernière, c'était les écrivains juifs russophones. Et ce qui nous manque, c'est les écrivains yiddishophones et ça sera la semaine prochaine, mardi à 18h. Alors, un grand merci. Nous étions au maximum 84 personnes, mais comme il y a beaucoup de couples, il faut rajouter au moins 40 personnes. Je pense qu'on était environ 120 personnes. Alors, bonne santé à tout le monde. Faites attention, surtout dans les RER, métro, etc. Prenez soin de vous et on vous embrasse très, très fort. Merci, André. Merci. À bientôt. Au revoir.